collègues, chère présidente. Donc, je vais tâcher de tenir le temps imparti des 15 minutes sur un sujet très vaste. Alors, à titre liminaire, je tiens évidemment à remercier une nouvelle fois les organisateurs du colloque, de leur invitation, de ces très riches échanges, et aussi de nous avoir réunis, cette communauté du numérique en droit public. C'est vraiment très, très stimulant et très enrichissant de voir comment chacun s'approprie ces sujets-là avec ses propres références et son propre regard. Alors, le sujet qui m'avait été demandé de traiter va me conduire à dresser un vaste bilan qui malheureusement ne pourra pas être exhaustif au regard d'une évolution très très large des dispositifs, mais un bilan des dispositifs algorithmiques et de leurs usages au sein de l'administration. Alors, le thème précisément de l'intervention était celui des actes numériques d'organisation du service public. Je vous propose que l'on s'interroge précisément sur cette définition même qui porte à discussion, à débat, en envisageant les choses en deux temps, si je puis dire. Premièrement, en dressant un état des lieux des pratiques et deuxièmement, précisément, en essayant de se demander si cette qualification est ou non abusive et les difficultés qu'elle soulève. Alors, il faut savoir qu'à ce jour, aucune recension exhaustive n'a été faite des dispositifs algorithmiques au sein de l'administration, c'est-à-dire ce traitement automatisé des données qui est censé accompagner l'administration dans ses différentes missions. Pour autant, il y a une tendance de fond que l'on peut entreapercevoir à l'aune des très nombreux décrets qui autorisent ce type de traitement dans tous les pans de notre administration. On en a eu un aperçu hier et encore ce matin, de l'éducation à la santé, en passant par les services des finances, la police, la justice. Donc une évolution en ordre dispersé qui traduit d'ailleurs, j'y reviendrai, une certaine réalité administrative où ce manque de visibilité générale soulève quelques difficultés et de nombreux enjeux. Alors en l'absence de recension, et pour pouvoir dresser un état des lieux et rendre compte des évolutions françaises au regard notamment des modèles étrangers qui seront évoqués après, j'ai choisi de m'appuyer sur la grille de lecture qui avait été proposée à l'occasion du rapport de Philippe Ashton en novembre 2019, un rapport des Nations Unies qui avait été fait pour le Haut Commissariat des Nations Unies à l'extrême pauvreté et aux droits de l'homme. Un rapport qui avait fait beaucoup parler de lui et qui avait, a fortiori, suscité par la suite une intervention même de son rapporteur, en sa qualité d'ailleurs, lors d'un procès qui concernait une affaire précisément de contrôle algorithmique par l'administration aux Pays-Bas, où le rapporteur dénonçait notamment le développement d'une administration, je cite, de zombies. Donc un rapport très remarqué et un rapport qui identifie 5 missions essentielles pour lesquelles sont développés des traitements automatisés, des dispositifs algorithmiques. Ces 5 fonctions sont les suivantes: vérifier l'identité des individus, évaluer leur accès aux droits, identifier et sanctionner la fraude, identifier les risques, communiquer avec les administrés. Donc, je vous propose brièvement d'envisager ces 5 catégories et de voir précisément où la France se situe sur ces différents terrains. Alors, commençons avec l'identification automatisée des individus. Je serai brève sur cette partie dans la mesure où de nombreux développements ont d'ores et déjà été développés par Catherine Prébicy hier en ce qui concerne notamment France Connect. Je ne reviendrai pas sur ces derniers. En revanche, peut-être dire un mot du développement au sein d'administration et de l'intérêt grandissant pour tous les dispositifs de reconnaissance faciale, notamment, mais pas exclusivement par la police, qui se multiplient au titre des expérimentations
expérimentation et qui devrait vraisemblablement voir le jour dans notre ordre juridique également, parce qu'il n'existe pas à ce jour de dispositions idoines relatives à la reconnaissance faciale, dans le cadre de l'organisation des JO 2024. Alors, mentionner aussi le projet Alicem, qui a été autorisé, on l'a dit, par décret en 2019 et qui devrait voir le jour en 2022 et qui permettra, je cite, un traitement automatisé permettant d'authentifier une identité numérique par voie électronique. Alors, c'est vrai que ce premier chantier, comme il a été rappelé hier, la France accuse un certain retard si on regarde nos voisins en Europe, mais aussi au-delà. On pense notamment au projet de Singapour qui a récemment indexé l'intégralité de l'accès aux services publics sur des dispositifs de reconnaissance faciale. Donc en France, on est loin de cette évolution. Un des obstacles qui est souvent mentionné en la matière, c'est-à-dire pour élargir le spectre des données finalement utilisées par les traitements automatiques, et notamment le camouflet qu'avait subi le projet de carte d'identité biométrique en 2012 par le Conseil constitutionnel, qui pourtant aujourd'hui, au regard de son évolution jurisprudentielle, ne semble pas constituer un obstacle majeur au développement de ce type de dispositif, puisque, rappelons-le, il y a eu une décision en 2019 relative au fichage des mineurs étrangers non accompagnés pour constituer du recueil de données biométriques, pour autoriser le recueil de données biométriques, et que plus largement, du point de vue de la surveillance générale de ce type de dispositif, dans la décision du Conseil constitutionnel sur la loi de finances de 2020, qui a élargi la surveillance, j'y reviendrai, des contrôles fiscaux aux réseaux sociaux, là encore, il n'y a pas eu une disproportion relevée par le Conseil. Donc, une évolution, si je résume, certes, un petit peu à la traîne par rapport à nos voisins, mais qui est en bonne marche et dont on identifie peu d'obstacles au développement appelé par leurs vœux par les acteurs. Deuxièmement, l'évaluation de l'accès au droit. Donc là, on est typiquement dans ce qui était appelé dans la communication les actes de gestion du service public. C'est certainement une des catégories qui nous est la plus familière en France. On y range notamment l'algorithme de Parcoursup dont il a été beaucoup question, mais aussi le calcul de l'impôt, l'évaluation de l'accès au droit par l'administration sociale et plus récemment, dans le domaine de la justice, l'évaluation indemnitaire par les tribunaux judiciaires et administratifs dans le cadre du fameux décret DataJust. Donc là, un usage assez large qui se multiplie sur le terrain de l'accès au droit. Troisièmement, l'identification et la sanction de la fraude. Alors là, c'est sans doute un des domaines où nous sommes les champions, à la fois en termes d'avancement, en particulier au cours des 3 dernières années, mais aussi en termes d'investissement subséquent en la matière. Les premières expérimentations chez nous datent de 2006. Elles ont été menées au sein de la CNAF. Et depuis lors, il faut savoir que toutes les administrations et les organismes sociaux en France ont recours notamment à ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning, pour notamment cibler les fraudeurs, mais aussi les réseaux de fraude. La DGFiP, la Direction générale des finances publiques, a été un des moteurs de cette évolution, puisqu'elle a lancé des expérimentations assez larges en 2017, tant du point de vue, d'abord en 2014, puis en 2017, tant du point de vue du spectre que du point de vue de l'assiette des données. Et bien que le bilan qui ait été dressé à ce jour soit un bilan en demi-teinte, je vous renvoie notamment au rapport qui a été fait au Sénat en juillet dernier sur les outils de l'administration, de contrôle de l'administration, eh bien, c'est une tendance qui semble profondément inscrite dans la logique et dans le fonctionnement de nos administrations. En témoignent les investissements maintenus, les nouveaux outils
aussi, puisqu'il est par exemple question d'utiliser le text mining qui permet de recourir et de traiter des données non structurées, qui représente une évolution considérable en termes technologiques, mais aussi en termes d'objectifs. Le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait que le service d'analyse des données soit à l'origine de 60% des opérations de contrôle fiscal d'ici 2021. Et enfin, une modernisation des structures de gouvernance, puisque notamment la Direction nationale à la lutte contre la fraude, qui était censée coordonner ces opérations et dont la mission, là encore, a été quelque peu critiquée en termes d'efficacité, vient d'être remplacée par la MICAF, la Mission interministérielle de coordination antifraude, pour donner un second souffle à ces missions. Donc, une administration du contrôle qui, pour le coup, est très largement développée. Quatrièmement, l'identification des risques. Alors, il est difficile d'identifier les précédents en la matière qui sont peut-être moins développés que dans d'autres pays, ou par exemple au Royaume-Uni, je pense à l'exemple du Royaume-Uni où les dispositifs algorithmiques ont notamment été développés au profit du service de l'enfance, pour ne citer qu'un exemple. Donc on n'a pas encore ce genre de dispositif chez nous. En revanche, il est un domaine où l'identification des risques est de plus en plus développée, c'est la police prédictive. Alors, il est difficile, là, encore une fois, d'identifier qu'est-ce qui se fait véritablement. On peut regretter et à la fois saluer que ce travail d'identification repose à ce jour principalement sur le travail des associations de défense des libertés, au premier titre desquelles la Quadrature du Net. Mais en tout cas, on trouve des exemples, notamment dans les contrats d'expérimentation qui sont conclus avec les villes. J'ai pris un exemple qui est assez illustratif de cette gestion des risques par traitement algorithmique. C'est l'exemple d'un contrat qui a été conclu en 2018 entre la ville de Nice et Thales pour, je cite, alors qui prévoit, je cite les termes du contrat, de collecter le maximum de données existantes et d'en chercher les corrélations et les signaux faibles, de développer de nouveaux algorithmes d'analyse et de corrélation permettant de mieux comprendre une situation et de développer des capacités prédictives, et notamment en utilisant les données des réseaux sociaux. Donc là, on voit bien que c'est cette logique de gestion du risque qui est ici largement invoquée. Alors, il y a d'autres expérimentations qui entrent dans ce cadre-là. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la Safe City. On peut citer à ce titre les expérimentations qui sont conduites à Marseille, à Angers, à Rennes, à Toulouse, à Montpellier, à Saint-Étienne, et j'en oublie de nombreuses. Alors, bien qu'il n'y ait pas de bilan communiqué à ce jour, ces expérimentations au cours des 2 dernières années ont continué à se multiplier et à susciter des investissements de la part des villes. Peut-être, dernière remarque pour conclure cette catégorie, c'est que l'identification du risque est au cœur même du fonctionnement des dispositifs algorithmiques, puisque c'est toujours un indice de risque qui va justifier une prise de décision. C'est le cas dans le cadre du contrôle de la fraude. Donc, c'est à la fois une catégorie où on a du mal à identifier, mais qui regroupe toutes les autres catégories. Enfin, dernière catégorie, communiquer avec les administrés. Alors là, nous avons un boulevard d'exemples, puisque comme il a été dit, souligné à de nombreuses reprises depuis l'ouverture de ces travaux, le temps des guichets est à bien des égards révolu. Alors en France, on n'est pas allé jusqu'à supprimer physiquement les mairies, comme c'est le cas dans d'autres États européens. Il y a des exemples, par exemple aux Pays-Bas, où même les bâtiments physiques de la mairie n'existent plus. Mais il faut savoir tout de même que ce phénomène a été accéléré par le Covid, au détriment, on l'a dit ce matin, des publics les plus vulnérables. Alors, dans cette catégorie, on trouve 2 types, ou 3 types, on va dire, de dispositifs. Les dispositifs qui sont automatisés pour notamment des questions ou le renvoi, la demande d'informations.
les dispositifs qui sont intégrés à une procédure, comme par exemple lorsqu'il y a une suspension des droits au niveau de la CAF, vous devez passer par un traitement automatisé des données pour pouvoir récupérer et justifier, pour pouvoir récupérer vos droits et justifier d'un certain nombre d'éléments. Et puis, troisième catégorie, les chatbots, où là, il peut y avoir un échange interactif. Donc, j'avais prévu de ne pas développer ce point parce que je pensais qu'il serait traité. Malheureusement, il ne le sera pas cet après-midi. Mais alors, juste vous donner un exemple pour que l'on situe de quoi on parle. Le chatbot Noah qui a été développé récemment, Noah pour nous orienter dans l'administration, qui est un chatbot qui repose sur de l'intelligence artificielle, qui a été développé à destination des startups, qui réunit sur une même plateforme différents services publics et différentes autorités afin d'accompagner et de conseiller les administrés dans leur démarche de création d'entreprise. Alors, j'en viens à mon second point, que je formulerai bien évidemment au regard du temps imparti en forme conclusive. Quel regard porter sur l'introduction de ces dispositifs algorithmiques dans l'administration française et peut-on parler d'actes numériques administratifs? Je formulerai 3 remarques. Une première tenant à la nature de ces actes, une seconde quant aux conséquences et aux risques qu'ils emportent, l'absence de neutralité, pourquoi et comment ça change notre service public, et enfin quelques remarques conclusives sur la méthode au terme de laquelle sont introduits ces dispositifs. Je précise que je me situerai davantage sur le terrain de la science administrative que du droit administratif en lui-même. Concernant tout d'abord ces actes numériques administratifs, peut-on parler ne serait-ce que d'actes administratifs? Alors, si on se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2018, dans laquelle le Conseil constitutionnel a notamment été appelé à se prononcer sur les traitements entièrement automatisés, les décisions administratives entièrement fondées sur un traitement algorithmique, il semblerait que l'on doive réfuter cette qualification dans la mesure où le Conseil, qui était appelé à se prononcer sur la délégation du pouvoir exécutif à un algorithme, un dispositif algorithmique, qui était invoqué par les requérants, a été totalement réfuté par le Conseil constitutionnel qui considère qu'une décision de ce type est toujours et d'abord fondée en droit et que le traitement n'est que secondaire, n'est qu'une assistance de la décision qui s'intégrerait dans notre système juridique. Donc, il pose en réalité, le Conseil constitutionnel, par son positionnement, l'hypothèse de l'ancillarité algorithmique, c'est-à-dire que l'algorithme serait toujours soumis in fine à une décision humaine. Alors, on peut regretter et critiquer cette décision pour à la fois son manque de pragmatisme d'une part et l'absence de prise en considération du contexte de l'autre. Comme il a été également rappelé à diverses reprises dans nos débats, l'introduction de ces dispositifs, même si elle se fait bien souvent sous couvert d'une modernisation de l'État, eh bien, se fait au motif de coupes budgétaires, de restrictions budgétaires, avec des objectifs de performance et de rendement qui sont d'ailleurs presque les seuls évalués dans les rapports des organismes qui les utilisent. Donc, il ne s'agit pas en réalité de renforcer une expertise de l'administration, mais de lui permettre de faire plus avec moins de moyens. Et on voit bien que dans ce contexte, il apparaît très difficile aux agents de l'administration d'avoir un recul par rapport au traitement algorithmique, aux résultats des traitements algorithmiques. J'ai pu notamment le constater avec l'administration fiscale. Et il est d'autant plus difficile d'avoir un recul pour ces dernières qu'il y a un manque d'acculturation numérique dans l'administration française qui
apporte de la confusion et encore une fois un manque de recul par rapport aux outils qu'elle utilise. Cela a été mentionné dans divers rapports, que ce soit le rapport des élèves de l'ENA pour Etalab, que ce soit encore une fois le rapport du Sénat de juillet dernier. Ce manque d'acculturation et de formation de l'administration est très certainement l'un des plus gros écueils, puisque finalement, on met des outils très avancés dans les mains de publics qui n'en ont pas du tout la maîtrise. Alors, l'introduction de ces dispositifs dans ce cadre-là est profondément problématique dans la mesure où, là encore on l'a dit, ces dispositifs ne sont pas exempts d'erreurs, de failles techniques et de biais importants dès lors qu'ils ne sont que des artefacts techniques, mais qui sont le produit de notre humanité. Plusieurs exemples peuvent être mentionnés à ce titre. En ce qui concerne les biais, qu'ils soient genrés, qu'ils soient raciaux, qu'ils soient sociaux, de nombreuses institutions, associations de droits de l'homme, travaux universitaires les ont dénoncés. Je pense particulièrement à tout ce qui a été produit au cours de l'année écoulée sur la reconnaissance faciale, qui est censée orienter les forces de police dans les arrestations chez certains de nos voisins et auxquels on songe ici de très près, que ce soit à Nice ou en France. Donc typiquement, ce type de dispositif pose problème du point de vue des biais. Du point de vue des biais, le défenseur des droits a également dénoncé le fait que du fait de l'apprentissage intelligent, on en vienne à cibler plus spécifiquement certains publics, en particulier les publics vulnérables, qui vont faire l'objet de contrôles jugés parfois abusifs et parce que répétés concernant l'octroi de leurs droits. Donc, pour résumer les choses, ce sont des dispositifs qui ne sont pas du tout neutres, qui emportent des conséquences politiques et qui sont susceptibles de produire des erreurs. À cet égard, on peut regretter, comme l'a mentionné Lucie Cluzel ce matin, l'inadaptation de notre droit, que ce soit à la fois en matière de transparence. L'accès, en effet, cela a été dit, aux algorithmes demeure très complexe. Et alors, en droit et en fait, complexe en droit au regard des pratiques, au regard des lenteurs aussi de la CADA et du fait qu'elle n'a pas été, et que ce droit et cette institution n'ont pas été pensés à l'aune de cette modernité-là, et en fait aussi parce que la compréhension des mécanismes suppose que l'on puisse accéder à la compréhension des dispositifs techniques, mais aussi que les entreprises qui les délivrent dans certains cas se soumettent à certains contrôles. Or, ce n'est pas toujours le cas. Et là encore, pour reprendre le problème de la reconnaissance faciale, il n'y a pas eu de procès en tant que tel en France, même s'il y a eu une affaire devant le tribunal administratif de Marseille. Mais dans le cadre des exemples étrangers, les entreprises étrangères qui avaient vendu les dispositifs aux administrations ont systématiquement refusé, au titre du secret des affaires, de se soumettre aux audits. Donc, on voit bien là, de ce point de vue-là, que l'on a encore des efforts à faire, tant sur le plan de la transparence que sur le plan des contrôles. J'en viens à mon dernier point, la manière dont sont introduits ces dispositifs algorithmiques au sein de notre administration pose, à mon sens, un dernier problème très important au regard de tout ce qui vient d'être dit, parce que très souvent, ils sont introduits avec le postulat d'une neutralité de la technique, c'est-à-dire ça n'aura pas d'incidence. Donc ça, c'est l'option, si je puis dire, la plus simple. On entend aussi une option qui est plus idéologique, de dire que ça va participer à la modernité et améliorer l'administration. Alors, pourquoi ce postulat est-il problématique? Car bien souvent, et ça a été le cas par exemple avec l'administration fiscale, vont être développées des expérimentations dans tel ou tel secteur, sur une région, sur une ville, qui ensuite, généralement après un contrôle qui passe relativement inaperçu parce qu'on en parle, on ne médiatise pas suffisamment cela, est généralisé à toute l'administration, donc après un contrôle de la CNIL.
Une des difficultés que pose cela, c'est qu'il n'y a pas de réflexion politique en amont sur l'opportunité ou non d'équiper nos administrations de ces dispositifs et les risques que cela comporte. Il n'y a pas de débat. On considère que ce n'est pas dangereux, que ça consiste en une extension, un outil de l'administration. Et de ce fait, il y a toute une partie, le débat public sur l'introduction de ces outils est complètement éclipsé. Donc peut-être qu'en mot de conclusion, je dirais qu'il est temps pour nous de prendre en considération la dimension éminemment politique de ces dispositifs pour pouvoir penser plus largement un régime à proprement démocratique de l'usage des dispositifs algorithmiques au sein de nos administrations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant. Moi, j'apprends beaucoup de choses.